Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21h, 18h20h en temps universel. Le député Jean-Michel Nitcheu a une fois de plus fait preuve de veille politique. Cette fois, c'est Elections Cameroun, l'élu qui est confondu. Dans une correspondance datée du 1er juin 2023, adressée au directeur général d'Elecam, le député récuse la nomination de Dame Fengouan Solange au poste de chef d'antenne Elecam, Douala 3e. L'élu Vouri Centre de Vouri Est rappelle tour à tour les dispositions de la loi portant code électoral. D'abord, l'article 10, en son alinéa 1, dispose « Le Conseil électoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité du scrutin. » Le député évoque ensuite l'article 17 dans le paragraphe 3 consacré aux incompatibilités. Il dispose « Les fonctions de président, vice-président, de membres du Conseil électoral sont incompatibles pour le cas d'espèce avec un membre d'un parti politique, d'un groupe de soutien à un parti ou à une liste de candidats ou à un candidat. » Pour le député Jean-Michel Nitcheu, Dame Fengouan avait en 2019 et affiché et apporté son soutien aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont son époux, lors du double scrutin législatif municipal de février 2020. Le député craint pour une récidive lors des prochaines échéances électorales. Elections Cameroun, l'impartialité de l'organe, toujours questionnée. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, nous avons en plateau ce soir Lionel Damafouda. Bonsoir Lionel. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Un bonsoir à mes copanélistes aussi. Je suis très heureux, n'est-ce pas, d'être là ce soir pour parler d'une thématique, n'est-ce pas, pour nous les hommes politiques qui est assez frustrante et donc il mérite, n'est-ce pas, d'être posé sur la table. Donc je suis heureux d'être là ce soir. Voilà. Bonsoir Abdoundam. Bonsoir Serge Alain Autou. Bonsoir à mes co-panélistes que vous êtes en train de présenter et également à celui que vous venez de présenter qui était effectivement, nous avons le plaisir de partager le plateau. Et bien évidemment, je ne veux pas rater assez rituel, notamment à saluer les téléspectateurs d'Equinox Télévision en général et d'Equinox 3 en particulier, qui sont d'ailleurs nombreux et qui sont scotchés à ce programme fétiche. C'est un plaisir renouvelé de répondre à votre invitation pour que nous puissions davantage décrypter en toute objectivité, notamment des thématiques d'envergure qui en réalité cristallisent les attentions. Et à ce juste titre, nous allons très modestement apporter notre contribution afin que nos compatriotes puissent être au fait de ce qui se passe comme actualité de l'heure. Voilà, merci Abdoundam, analyste politique, et en face de lui, Brice Delacour. Bonsoir Brice. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui nous accompagnent. C'est un réel plaisir de répondre une fois de plus à l'invitation d'Equinox Télévision. Et je voudrais profiter de l'occasion comme un rituel pour saluer tous mes compagnons de lutte politique qui croupissent encore dans les fours crématoires. Je voudrais leur dire bonsoir. Saluer également ceux qui croupissent dans les camps de concentration. Je voudrais également leur dire bonsoir. Les camps de concentration, vous savez, crématoires où? Oui, bon, vous savez, depuis les conditions d'incarcération, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, sont très difficiles. Il fait extrêmement chaud à la prison de Neubel. Et lorsque vous partez leur rendre visite, vous avez l'impression qu'ils sortent dans un endroit où il fait presque 200-300 degrés. C'est vraiment regrettable. C'est difficile de vivre dans ces conditions. Très difficile. Et le MRC, par ma petite voix, souhaite qu'ils soient libérés, également comme tous ceux qui sont injustement détenus. Une fois de plus, merci de nous avoir invités. Ok. Abdouda, une fois de plus, je vais vous si honneur de planter le décor. Lorsque vous avez parcouru cette correspondance de l'honorable Jean-Michel Nitcheu, quelle est la lecture que vous faites avec le recul, l'analyse que vous faites, vous qui observez la chose politique avec un regard pas
politique, mais plutôt de sciences. Bien évidemment. Lorsque j'ai reçu la thématique, et bien évidemment la correspondance de M. Honorable Nietzsche, j'ai essayé de parcourir le texte. Et avant cela, donc, je me suis appuyé sur le prétexte, notamment de la correspondance de M. Nietzsche. Et le contenu du texte est assez riche. Et je voudrais d'abord dire que cette correspondance vaut tout son pesant d'or. Si l'on s'en tient du fondement de cette correspondance, parce qu'il est important de le dire, qu'il existe en sciences politiques ce qu'on appelle les métiers du politique. Et notamment la fonction du député, c'est un métier. Voilà. À ce juste titre, donc, il joue un rôle fondamental en tant que parlementaire. Moi, j'ai dit, assurer une fois de plus, la veille politique. Effectivement. Le rôle du parlementaire s'exerce dans deux cadres, notamment à l'intérieur de l'hémicycle et en dehors de l'hémicycle. Et je crois que son rôle, évidemment, c'est d'attirer l'attention de ceux qui nous dirigent, bien évidemment, de ce qu'on peut constater comme dysfonctionnement pour que cela puisse être réparé. Cela étant dit, donc, Honorable Nietzsche est dans son rôle de parlementaire. Maintenant, la teneur de la correspondance. Vous savez, le problème que se pose la correspondance de M. Honorable Nietzsche, c'est la question de la neutralité de la personne nommée. Et si l'on s'en tient donc de la question de la neutralité de la personne nommée, à travers les éléments qu'elle dégage, notamment la proximité que la concernée a avec une formation politique, il est important d'aborder la question avec beaucoup d'objectivité. Il est important de le dire, M. Serge Alontou, en principe, cela ne pose pas de problème à partir du moment où, si elle est citoyenne camerounaise et remplit toutes les conditions y afférentes, et que, s'il s'avère qu'elle n'appartient à aucune formation politique, on pourrait sur cette base confirmer cette nomination. Puisque les dispositions légales que vous avez évoquées, notamment du code électoral, dans les articles 10 et 17, sont assez clairs. Il faudrait que celle qui est membre ou celui qui est membre de cette organisation, ô combien importante, doit faire preuve d'une neutralité, d'une objectivité à une autre pareille. Et ne doit avoir aucune proximité avec aucune formation politique. Cela étant dit, est-ce que cette dame qui est nommée aujourd'hui n'a aucune proximité avec aucune formation politique au Cameroun? C'est une question à poser. Est-ce que la dame en question n'est pas partisan, n'est pas membre d'une formation politique ou n'occupe pas une fonction qui est incompatible avec celle qu'elle va désormais occuper? Après avoir posé autant de questions, il est important quand même de le dire. Pour la dimension sociale que il nous revient au regard des informations que la correspondance nous rapporte, selon l'honorable Jean-Michel Nietzsche, que la dame en question est l'épouse, bien évidemment, d'un homme connu dans une formation politique connue. Et à ce titre-là, la question de la neutralité peut être questionnable. Même si le degré peut être abordé avec beaucoup de tact. Mais ce qu'il est important de le dire, c'est que pour l'apaisement social, c'est que il est important que ceux qui ont la capacité de diriger, ceux qui ont la responsabilité de diriger, il est important qu'on puisse prendre des décisions à même de ne pas susciter des réactions sociales pour rien. Est-ce que les Camerounais ou encore le Cameroun manquent de profil pour qu'on parte chercher cette dame? Est-ce que dans cette circonscription où il fallait nommer un responsable, on ne peut pas trouver mieux ailleurs? Je crois qu'il y a des actes, des décisions que l'on pose qui nous amènent parfois à se poser des questions. Voilà pourquoi j'aborde la casquette de politologue pour dire qu'en réalité, pour questionner la décision. Parce que la décision, M. Serge Alontou, au-delà de la dimension juridique qui est un pouvoir discrétionnaire que le DG de l'ECAM peut et dispose en son sein, pour nommer qui il veut ou elle veut, il est important de le dire que la décision est une coproduction. Il y a les zones d'ombre et d'incertitude, le pouvoir parallèle, qui en réalité, le décideur formel décide parfois sans décider. Est-ce que, à partir de la décision que vient de faire monsieur le directeur de l'ECAM, on peut donc questionner? Est-ce qu'il a fait ça en toute âme et conscience? Parce que je me pose la question, est-ce qu'il manque de profil? Est-ce qu'il manque de personnalité à même d'occuper cette force? Est-ce que cette dame est indispensable? Voilà pourquoi je dis, il y a une question de lobbying pour essayer d'évoquer des hypothèses qui peuvent motiver le DG de prendre cette décision. Quoi que l'on dise, cette décision peut être influencée par des zones d'ombre et d'incertitude, notamment le pouvoir parallèle, les lobbying qui veulent positionner cette personnalité, cette dame, pour qu'un certain nombre de privilèges soient accordés à l'un ou à l'autre. D'où la rationalité des acteurs dans la décision. Pourquoi décidait-il ainsi? Qu'est-ce qui a motivé la décision du décideur?
Il y a donc deux approches, M. Otou. Le décideur formel et le décideur informel. Dans le cas d'espèce, il est fort probable qu'il faut davantage convoquer les lobbies, les marges de manœuvre qui ont influencé et motivé le décideur formel à décider. Mais quoi que l'on dise, dans la dynamique d'apaiser la société camerounaise, il est important et inutile de prendre certaines décisions qui en réalité sautent à l'œil nu comme une forme de manœuvre susceptible de favoriser l'un au détriment des autres. D'abord, Lionel Dama, vous, comment vous accueillez lorsque vous êtes rentré en possession de vous êtes tombé sur cette correspondance? Votre réaction tout de suite? Déjà, je vais vous faire ça, je vais vous faire la lecture d'un ancien candidat à l'élection municipale de 2020 oui. Dans la circonscription de Douala 3e. Monsieur, le frère Abdoundam pose la question de savoir qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, est-ce qu'il manquait de profil. Je veux citer justement le docteur Aristide Mono, n'est-ce pas, dans ses chroniques d'Equinox matin, en ma langue maternelle, Bia Carbonala Djom Tekbo. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que on a l'habitude de faire, rien ne se passe. C'est exactement ça. Vous croyez que ceux qui ont proposé cette dame, parce qu'il faut déjà dire aux Camerounais que la dame en question, c'est la femme du maire de Douala 5e. Douala 5e, M. Richard Fengouan, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que c'est un confrère. Nous sommes dans la même corporation. Douala 5e et Douala 3e forment ce qu'on appelle la circonscription Vouri-Est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous soyez nommé, vous soyez élu député, il faut être élu par les populations de Douala 3e et les populations de Douala 5e. Vous pouvez donc comprendre pourquoi l'honorable Nietzsche attire l'attention. En tant que député Vouri-Est, résident à Douala 3e et membre SDF de Douala 3e, avant d'être, autrefois, coordonnateur régional du SDF. Donc vous comprenez donc que la nomination de cette dame n'est pas anodine. Elle n'est pas du tout anodine. L'honorable Jean-Michel Nietzsche ressort un certain nombre d'éléments que nous connaissons parce que nous avons été acteurs majeurs. Vous savez, le PCRN est représenté avec, je crois, 13 conseillers municipaux avec un maire à Douala 5e. Ce qui est reproché à cette dame en 2019 dans la circulaire est bel et bien vrai. C'est-à-dire, moi qui vous parle en tant qu'acteur, qui a participé sur les inscriptions, sur les listes électorales, la dissimulation des kits électoraux, c'est quelque chose dont nous en avons parlé avec les responsables de l'ECAM au niveau régional. Bon, mais comme c'est une affaire d'amis, c'est resté lettre morte. Mais sauf qu'il faudrait que les gens, n'est-ce pas, qui l'ont nommé sachent que Douala 3e est l'arrondissement le plus peuplé du Vouri et même du littoral. Et donc, ça ne sera pas facile pour elle. Vous savez comment le maire Fadil perd l'élection au profit du SDF? C'était la population. C'était des militants qui ont fait 2 jours à la mairie. Qu'elle aille bien se renseigner sur le chef d'antenne de l'ECAM de cette époque. Il n'a pas pu rentrer chez lui pendant 2 jours. C'est comme ça que M. Fadil perd l'élection. Parce qu'ils avaient toutes les informations sur la fraude préparée. Je dis toutes les informations étaient là. Les militants du SDF ont envahi la mairie de Douala 3e pendant 2 jours. Et la commission électorale était obligée de publier les résultats qui étaient sortis et qui étaient réels, qui étaient sortis de la commission. Parce que lorsque M. Fadil a voulu entrer avec des procès-verbaux fraudés, on a retenu son sac de procès-verbaux, sont tombés, les gens ont ramassé. Je vous parle de ce qui s'est passé. Nous, on était encore tout jeunes à cette époque-là. Donc, pour vous dire que ça n'a pas été fait de façon anodine. On sait ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas quelle est la motivation, tout comme vous. Comment nommer la femme d'un maire Douala 5e dans Vouri-Est comme chef d'antenne de l'ECAM dans une mairie de Vouri-Est? Je ne sais pas si... je me pose la question comme vous de savoir, est-ce qu'il manquait de profil? C'est tout simplement la logique du Biakat Bonala John Tokbo. On va d'abord accueillir le docteur Patrick Rifoué. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir Serge Alain. On s'inquiétait déjà. Hein? Bonsoir au panel et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oui, malheureusement, j'avais 4 heures de cours à PK17, rentrer à la maison pour se changer et puis rallier le plateau, ça n'a pas été évident. Mais vous étiez le premier à savoir quand il y avait cette thématique. Vous êtes le premier à savoir, mais le dernier arrivé sur le plateau. Voilà. Bon. Merci. Brice Laco, vous également, quel regard vous posez sur cette correspondance? Oui, merci. Nous avons lu cette correspondance avec beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Je parlais bien, celle qui nomme la dame à ce poste. Et comme vous le savez bien, pour comprendre ce phénomène, il faut jeter un regard rétrospectif sur l'histoire politique du Cameroun. En 2004, l'ONEL, l'Observatoire national des élections, qui gérait le processus électoral à ce moment-là, avait également fait de pareilles nominations. Sauf qu'il y avait eu des personnes ici courageuses et qui ont récusé la personne qui avait été nommée à cette époque-là, et on a vu la nomination annulée. On remonte encore en 2011. Cette fois-là, la nomination avait été très flagrante, pareil à ce que nous observons aujourd'hui. Madame Pauline Béon, je crois que vous l'avez... Non, je vais aller aussi rapidement, parce que là, on a eu l'épouse d'un notaire, par ailleurs député du parti au pouvoir, nommé à un poste aussi stratégique par la même organe chargé de gérer les élections. Alors, une récusation avait été faite. Et heureusement, pour les courageux qui avaient pris le dossier à ce moment, la nomination avait encore une fois de plus été retirée. Alors, qu'est-ce qui surprend les Camerounais aujourd'hui si le directeur général de l'ECAM prend celui de commettre encore une telle forfaiture? Alors, avant on l'a fait, on n'avait rien fait. Aujourd'hui, on refait une fois de plus. Alors, ce qui a lieu de dénoncer aujourd'hui, c'est la collision, la coïncidence, l'enchevêtrement qui existe entre le parti au pouvoir et l'organe en charge des élections. Alors, plusieurs copanélistes ailleurs ont longtemps dénoncé le fait que, hormis la nomination du président du conseil électoral qui est l'œuvre d'un candidat en cours, il y a également la nomination du directeur général des élections, de l'ECAM, l'organe en charge. Et le directeur général est celui qui gère l'ECAM au quotidien. Il est même en charge de l'organisation matérielle même des élections. Parce que c'est lui qui autorise, c'est lui qui octroie les kits et bien d'autres, à travers des antennes, c'est-à-dire régionales, communales et bien d'autres. Alors on se pose la question, rien qu'à partir de ces éléments de base que je venais tantôt d'énumérer, comment se fait-il qu'aujourd'hui, une note encore vienne aggraver la situation? Alors, c'est très grave, il faut le dénoncer. Et d'ailleurs, saluer le courage de ce député du peuple qui a compris, ou alors qui comprend depuis, que la gestion des élections a au moins 3 phases. Avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Avant l'élection, pourquoi? Parce que déjà, vu la nomination qui vient de se produire, on se rend compte que le parti au pouvoir... On prépare le terrain? Oui, est en train de préparer le terrain. Parce que ce que vous devez savoir, surtout pour ceux qui savent réellement comment une circonscription électorale se comporte, par exemple le cas de Vouri-Est, ils savent très bien, comme les copanélistes viennent tantôt de dire, pour être élu député, il faut que Douala 3e et Douala 5e vous accordent un suffrage. Au cas contraire, ça sera très compliqué pour vous d'être élu député. Et alors, dans les deux mairies, c'est-à-dire Douala 5e et Douala 3e, c'est Douala 3e qui a un fort potentiel électoral. Douala 3e est un bastion électoral. Pour être élu à Vouri-Est, il faut à tout prix avoir le soutien de Douala 3e. Alors on comprend pourquoi la nomination de cette dame est particulièrement à Douala 3e, où il va falloir contenir pour gagner une élection est faite. C'est une façon bien mesurée pour plomber l'élection qui va se dérouler peut-être d'ici tôt. Alors, une fois de plus, d'aucuns vont me retorquer qu'il s'agit simplement de la dame, d'un monsieur qui est membre du RDPC et qui ne peut pas obligatoirement avoir collision. Mais moi, je leur rétorque ceci, non, il y a collision. Le simple fait qu'il y ait filiation entre les deux disqualifie déjà la dame. Il faut le dire. Je rappelle encore une fois de plus, lorsque le conseiller spécial du président élu, l'honorable Albin Zongan, avait dit sur les antennes d'Equinox que madame, monsieur arrête et madame prononce le verdict, prononce le jugement. Ça voudrait dire que le verdict est pris là où vous connaissez
Donc, ce sont des mêmes scénarios qui se répètent, où peut-être monsieur prépare une fois de plus son terrain, et puis il va falloir à tout prix baliser l'endroit, et c'est la raison pour laquelle il faut nommer une personne qu'on tient, il faut nommer une personne sur qui on peut compter pour massacrer, c'est-à-dire pour envelopper les élections, et c'est la raison pour laquelle elle est nommée à ce poste. Donc ils ne le font pas de façon inopinée, non. C'est bien préparé. Et comme vous le savez très bien, ils l'ont fait, vous n'avez absolument rien fait. Aujourd'hui, ils vont le faire. Si vous ne faites rien, alors demain, ils le feront une fois de plus. Voilà, Dr Patrick Rifoué, est-ce que vous comprenez ce débat autour de la nomination de Dame Fengouan comme chef d'antenne et le CAM doit la troisième? Les arguments avancés par le député Nietzsche, ça vous convainc à un niveau? Non, mais écoutez, Serge Alain, je ne suis pas le chargé de communication de l'ECAM, qui a un service de communication, et donc qui aurait été mieux indiqué pour répondre à cette question. Ce que je note effectivement, c'est qu'il y a des réserves qui sont émises par le député Jean-Michel Nietzsche, et que ces réserves sont également reprises par d'autres formations politiques sur la neutralité éventuelle de cette dame. Ce n'est pas la neutralité de l'ECAM qui est remise en cause, c'est la neutralité de cette dame. Et on allègue de ce qu'elle aurait par le passé dissimulé des kits électoraux au profit du RDPC en 2019. Je n'ai pas le sentiment, je crois que cette dame n'était pas responsable d'antenne communale. Il me semble que ceux qui ont en charge la tenue des kits, ce sont les responsables régionaux, ce sont les responsables départementaux. Je n'ai pas le sentiment que cette dame occupait cette fonction. Bon, qu'elle soit la dame du maire de Douala 5e, je comprends que ça pose un problème à un certain nombre d'individus et qu'il y ait un soupçon sur sa neutralité éventuelle. Mais avant de porter ce type d'accusation, il faut quand même avoir des évidences plus importantes qu'on la soupçonne d'avoir fait. Parce que tout ce qui l'accuse, là, personne ne peut vous rapporter la preuve matérielle de ce que, effectivement, dans son travail, elle a manqué de partialité. Moi, je suis militant de Douala 5e. Et nous tenons les réunions aujourd'hui. Notre permanence, la permanence de la section, c'est un local qui a été offert par M. Fengouan. Et il habite pas loin. Je fais beaucoup de réunions là-bas. Je n'ai jamais vu cette dame à une réunion du RDPC. Je n'ai jamais vu cette dame à une réunion du RDPC. Je ne connaissais Vous connaissez tout le monde qui participe aux réunions? Je connais cette dame. Je dis, je ne l'ai jamais vue à une réunion du RDPC. Nous tenons des réunions de manière régulière. Elle n'est pas du RDPC. En tout cas, je ne l'ai jamais vue. Elle ne milite pas, voilà, je ne l'ai jamais vue. Si elle milite quelque part, il faudrait que quelqu'un retrouve la preuve de son appartenance à une section, à une sous-section ou à un comité de base. Mais je ne connais pas son passé de militant. Le passé de militant de son époux, c'est quelque chose de connu. Et cette dame n'a pas été recrutée hier au sein de l'ECAM. Est-ce que c'est son militantisme, le fait qu'elle soit militante du RDPC qui pose problème? Non, mais c'est le fait qu'elle soit la femme de qui pose problème. La proximité avec le RDPC. C'est le fait qu'elle soit la femme de... La proximité alléguée, ça, il faut qu'on se le dise ici, c'est une proximité alléguée. On prétend que le fait qu'elle soit son épouse l'inclinerait à faire des faveurs au RDPC. Mais moi, j'ai envie de dire, si on rentre dans cette république du soupçon-là, mais écoutez, il y aura toujours des raisons de soupçonner X ou Y de sympathie pour ceci ou pour cela. Vous, personnellement, vous avez plein de membres de votre famille qui sont à divers postes de responsabilité au sein de l'administration. Est-ce qu'on va vous faire le procès d'être proche de l'administration simplement parce que des membres de votre famille sont des hauts fonctionnaires dans ce pays? Non, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Moi, je comprends les réserves qui sont émises. Je les comprends et je dis, je ne suis pas ici pour défendre l'ECAM. Je comprends les réserves qui sont émises, mais je dis qu'il faut faire attention à ce type de procès qu'on veut instruire aux Camerounais en disant, il y a une filiation, donc ça suppose qu'il va y avoir des soupçons de népotisme et autres. S'il y a des éléments qui sont avérés, qui indiquent que tel individu à qui on a confié des responsabilités a manqué à son devoir de neutralité, a manqué à son devoir d'impartialité, eh bien, il faut ouvrir des procédures qui sont des procédures
légale et faire en sorte que cette personne soit déchargée de ses responsabilités. Mais moi, je dis, les procès, a priori, ça ressemble souvent aux chasses aux sorcières. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce que quand on ouvre la saison des chasses aux sorcières, souvent, beaucoup d'innocents en payent le prix. Oui, Abdou, j'ai cherché l'article 17 pour... Allez-y. D'accord. J'ai écouté Dr Rifoué et les autres co-panélistes. Je crois qu'il est important de préciser quelque chose de très fondamental. Ouais. Le profit de la dame, Madame Vongois, c'est elle qu'il s'agit, je l'ai dit dans mon propos pour le remettre, qu'en réalité, les citoyennes camerounaises, à partir du moment où elle est citoyenne camerounaise et qu'elle, de manière officielle, n'appartient qu'une formation politique, le décideur peut donc justifier sa décision. Toutefois, j'émets des réserves dans la dimension de l'effet que l'acte peut produire dans la dimension sociale. À partir du moment où l'individu, celle nommée, a une proximité filiale avec un époux qui a été dans une formation politique. L'article 17 même le prévoit. Et c'est comme donné dans l'article 17 de l'ECAM. Et je continue cette démonstration pour vous dire que nous ne sommes pas là pour faire un procès d'intention sur la question. Nous sommes là pour essayer d'évoquer des hypothèses, d'évoquer des éléments à même de nous permettre d'amener et d'aider nos décideurs à mieux décider. Parce qu'en réalité, si la décision peut créer des polémiques, ça ne sert à rien de prendre une décision. Puisqu'en réalité, il y a donc des réserves qui sont émises quant à cette décision-là. À ce titre donc, une question fondamentale mérite d'être posée. Comment est-ce que on pourrait justifier la démarcation, la neutralité de la dame en question à partir du moment où, dans notre société, nous sommes davantage mus par la dimension de suspicion notoire. Et dans notre environnement politique, à partir du moment où un individu a une proximité avec telle formation politique, vous verrez qu'il y aura des dénonciations. Je prends un exemple. Les membres du Conseil constitutionnel, vous avez vu que la plupart de certaines formations politiques n'ont pas accepté que certains membres du Conseil constitutionnel puissent accéder là. Parce qu'ils les soupçonneraient, ou encore par le passé, ils étaient membres d'une formation politique et avaient une proximité avec le parti au pouvoir. On ne peut pas soupçonner tout le monde. Mais je tiens à leur dire que la politique est une forme de transaction. Et dans la transaction, tout est permis. Mais le docteur Dufeuille a dit tout à l'heure qu'elle n'a jamais vu cette dame participer à nos réunions. Mais je pourrais apporter la limite, docteur Dufeuille, pour vous dire que la politique ne se pratique pas seulement du jour. Elle se pratique aussi dans la nuit. Pour dire que c'est parce que la dame ne prend pas part aux réunions du RDPC que de façon péremptoire, on pourrait donc écarter. Abdoundam, vous voulez nous faire comprendre que docteur Rifoué, lui, participe aux réunions du jour? Non, je le dis. Il y a des réunions de nuit ou la politique, monsieur Charlotou, oui. La politique n'est pas une affaire de fakir. C'est pas ce qu'on voit là. Le jeu politique ou la pratique politique n'est pas une affaire de fakir ou de moine. Oui. Il n'y a pas d'enfant de gaieté dans la politique. Tous les coups sont permis en politique. Si l'on s'en tient de l'approche machiavélienne de la pratique politique, tous les moyens sont bons. À partir du moment où vous estimez que l'argument du docteur Dufoué, que la dame ne participe pas à leur réunion, est-ce que sur le principe, sur le fait que la dame ne participe pas à leur réunion dans la journée, peut nous convaincre sur ce plateau qu'il ne pourrait pas avoir, je pense sur le conditionnel, il ne pourrait pas avoir de proximité avec la formation politique. Mais le point de fond, M. Charlotou, pour revenir dans le débat, c'est la question de l'éthique dans la politique. Vous savez, pour exercer la politique, il y a quand même deux approches qu'il faut convoquer. Notamment la pratique politique au sens du réalisme pur, pour dire que tous les moyens sont bons. Mais avec le développement, avec l'évolution, on a convoqué d'autres paradigmes pour que la scène politique soit assainie, notamment la morale et l'éthique en politique. Et pour le dire, M. Charlotou, il est inutile de prendre souvent certaines décisions qui pourraient davantage vous mettre le décideur sous le soupçon notoire. Et je le dis de manière péremptoire que l'éthique politique est un élément, est un indicateur très important pour assainir le jeu politique. Et c'est quoi l'éthique politique? C'est notamment poser des actes à même d'avoir un minimum de consensus. C'est-à-dire quoi? On pouvait, dans cette circonscription-là, essayer d'autres profils pour qu'on puisse trouver une autre personne qui n'a aucune proximité filiale avec une
ou d'autres formations politiques, mais chercher d'autres profils pour diminuer autant de soupçons. Parce que c'est assez notoire et c'est assez flagrant, parce qu'on constate que la dame en question est l'épouse, bien entendu, d'une formation politique. Vous ne pouvez pas dire à un individu lambda d'accepter ça de manière claire et nette, tout en évacuant de manière claire et nette que la dame est une citoyenne camerounaise, ce qui est vrai, et qui n'a aucune proximité avec la formation politique. Je crois qu'il faut être, il faut pas être péremptoire à ce sens-là. La dame en question sait, elle a tout son droit de bénéficier à une décision d'envergure, mais le décideur doit davantage réfléchir pour prendre des actes qui doivent davantage éviter autant de réserves et autant de contestations. Et je crois que pour faire simple, les gens nous regardent, Lionel Dama, qu'on comprenne. L'épouse d'un président de sous-section, section RDPC, est nommée à la tête d'un organe de l'ECAM. Est-ce que c'est résumé comme ça? Non. Est-ce que c'est normal? Non, ça ne peut pas Ça, passer. Monsieur Serge Alordou, ça ne peut pas passer. Comment ça? On a nommé, non? Non, vous savez, lorsque le directeur général des élections actuelles de l'ECAM a été nommé, vous savez bien que c'est un militant du RDPC. On connaît bien la circonscription dans laquelle il militait. Nous avons dénoncé, c'est passé. Mais là, on vous parle dans des élections de quelque chose de proximité. Ça veut dire quoi? Des gens, l'élection municipale, c'est une élection de proximité. Oui. Ce que le docteur Ifoué l'argumentaire que le docteur Ifoué vient de poser sur la table tout à l'heure là, c'est-à-dire, ça ne me convainc pas. Et ça ne peut même pas me convaincre. Vous ne pouvez pas me dire que vous vivez avec votre mari, il est président de section, vous êtes membre de l'ECAM. Nous connaissons bien le jeu, je dis bien le jeu, le rôle de l'ECAM dans le processus électoral. Vous avez des enfants et vous allez me dire que non, parce qu'elle est à l'ECAM et qu'il n'y a pas de rapport. Lorsque vous posez la question au docteur, il faut vous attendre qu'il vous dise quoi. C'était tout à fait normal qu'il commence par vous dire qu'il n'est pas le communicateur de l'ECAM. C'était tout à fait normal qu'il vous le dise. Or, c'est le président national du RDPC qui nomme le président du conseil électoral et le directeur de l'ECAM. Le président national de son parti. Oui. Aussi président. Mais il nomme en qualité de chef de l'État. Oui, il nomme en qualité de chef de l'État. Je n'ai pas refusé. Mais il est président national du RDPC. Oui. Alors, lui va être réélu. C'est tout à fait normal. Je veux dire une autre chose ici, c'est que je vous rappelle que l'époux en question, lui va être maire depuis 1990. C'est depuis 1990 que M. Richard Fongouan va être maire. Donc s'il vient être maire en 2020, et que madame jouit des prérogatives, jouit des prérogatives de la fonction, de la nouvelle fonction de l'époux, honnêtement, je ne sais pas comment vous allez arriver à me démontrer, je ne sais pas par quel français ou par quelle alchimie vous allez me démontrer que l'affiliation ne va pas permettre, n'est-ce pas, le penchement, n'est-ce pas, de la dame, n'est-ce pas, vers un parti politique. Là, il faut faire très attention. Donc, je pense que cet argumentaire, vraiment, ça c'est pour lui, ce n'est pas pour nous. Ce n'est vraiment pas pour nous. Alors, ceux qui ont été candidats, parce que moi j'ai été candidat, ça c'est la particularité. Je peux vous dire qu'à un moment donné, pour les chefs d'antenne, d'une circonscription comme Douala 3, il faut être très fort. Je vous dis, il faut être très fort. En 2020, à minuit, pas les histoires qu'on dit qu'à minuit on ferme le bureau, celui qui vient avec les... Vous parlez du jour de l'élection? Non, le jour de la date limite de dépôt de candidature. Oui. Il y a les dossiers qui ont été déposés après. Et tous les partis politiques étaient là, présents. Le directeur, le chef d'antenne était encerclé. Il dit, il ne pouvait pas bouger, il était encerclé. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que je crains pour Douala 3e en 2025. Je dis bien je crains parce que je connais... Pourquoi? Il y aura quoi? Non, je vous dis je crains par rapport à ce que j'ai déjà vécu dans Douala 3e lors des anciennes des précédentes, voilà, les autres consultations. Je vous dis je crains parce que il est tout à fait normal que les militants, les membres des partis de l'opposition comme nous dénoncions cela. Parce qu'au Cameroun, c'est alors qu'il faut savoir que pour être déjà candidat
de l'opposition au Cameroun. Il faut être très fort. C'est à féliciter. C'est à féliciter. Et donc, sachant le contexte, c'est quoi le parcours pour les dossiers souvent parsemés d'embûches? Je vous dis que si on vous dit comment nous avons fait pour pouvoir obtenir nos dossiers, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc c'est d'abord encore plus compliqué pour le MRC. Je vous dis c'est d'abord compliqué. Alors quand c'est compliqué et que vous avez réussi à réunir vos dossiers et que vous savez que devant il y a encore une barrière qui est ELECAM, de par le chef d'antenne, je vous assure que c'est quelque chose de beaucoup très frustrant, n'est-ce pas, pour le candidat. Vous voulez nous faire comprendre quoi? Le chef d'antenne ELECAM, c'est le faiseur de roi? Mais attendez. Lorsqu'on vous dit que c'est des procès verbaux d'ELECAM qui font foi, n'est-ce pas, en cas de problème, vous vous attendez à quoi? Je vous ai parlé de ce qui s'est passé lorsque le RDPC perd la mairie de Douala 3e. Je vous ai dit, je crois que ceux qui étaient candidats à l'époque nous suivent. Toutes les mairies de Douala, de Vouri, connaissaient déjà leur maire, sauf la mairie de Douala 3e. Je dis bien sauf la mairie de Douala 3e parce que là, vous parlez de 2013 là. De 2013, oui. Parce que le processus, n'est-ce pas, de trucage était mis en place. Mais puisque les militants du SDF avaient une information, les gars ont monté la garde. Donc, il faut faire très attention pour dire. Ce qu'on appelle vulgairement surveiller le vote. Je vous dis, non, après avoir surveillé le vote même, la commission a travaillé. On avait les vrais résultats au niveau de la commission. Mais vous savez ce qui se passe. Je vais vous dire quelque chose, Serge Alain. Pourquoi nous, au PSR, nous sommes très prudents. À l'élection municipale et législative de 2020, Kabal vous a dit ce qui s'est passé à Ezeka. Lorsque vous parlez des bidons d'essence, vous comprenez qu'il y avait une volonté manifeste, n'est-ce pas, à vouloir changer les choses. Comment est-ce que nous, le PCR, nous faisons pour avoir le député de la Sanaga maritime? C'est l'occasion pour moi de saluer encore le camarade du côté des DA qui était dans la commission, le camarade Andy Mikanda, qui s'est opposé farouchement et est sorti et a appelé les camarades. Ils ont accouru vers la salle. C'était compliqué au point où la commission était obligée de publier les réelles élections. C'est comme ça que le PCRN a le candidat, a le député Biba François de DA. Donc c'est pas pour rien que nous nous insurgeons sur cet ensemble de choses parce que nous connaissons comment ça se passe. Vous pouvez demander au conseiller Yédé, le camarade Yédé, qui était membre de la commission à Douala 3e, tout ce qu'il a subi au niveau de la commission, des menaces, des intimidations. Mais heureusement que le PCRN, n'est-ce pas, s'est arrangé à mettre dans la commission quelqu'un qui était suffisamment mûr et qui n'était pas facilement intimidable. Je peux vous rassurer que c'est la raison pour laquelle nous avons pu avoir les 7 conseillers municipaux que nous avons à Douala 3 aujourd'hui. Donc, les récusations posées sur la table. Et je veux dire au docteur Rifoué que l'honorable Jean-Michel Nietzsche a clairement énoncé ce qu'elle reproche à la dame. Ouais, ça veut dire que c'est public. C'est public. C'est pas quelque chose, il ne l'a pas fait parce que l'Assemblée dit tout à l'heure qu'on n'a pas de preuves matérielles. Non, c'est Lionel, c'est une allégation. Ce n'est pas parce qu'on... C'est pas de l'allégation. Il a posé la chose sur la table. C'est public. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que... Elle donc demande de prouver le contraire. Ce n'est pas parce que... On ne peut pas vous accuser, on vous demande de prouver le contraire. C'est celui qui porte l'accusation qui doit démontrer que son accusation est fondée. Elle est fondée mais maintenant, la dame doit se plaindre. Elle doit pouvoir se plaindre. Et on confronte. Elle doit pouvoir se plaindre. Jean-Michel Nietzsche a été clair. Il a été clair dans sa lettre. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il a été clair dans sa lettre. Donc vraiment, je pense que comme ça s'est passé en 2011 avec Madame Pauline Billon, qui était dans la commission, mais après, elle a été retirée bien après. Je crois que c'est ce qui va se passer. Nous espérons tout simplement. Voilà, Brice Diolako, l'épouse... chef d'antenne, épouse d'un président de section à la DPC. Vous voyez tout de suite, la neutralité est sortie par la fenêtre. C'est justement ce que les uns et les autres disent sur ce plateau. Rappelez-vous, une fois de plus, que pour ceux qui savent effectivement comment fonctionne l'administration, ils peuvent vous dire, peut-être avec risque de se tromper, que lorsque vous êtes un administrateur civil, par exemple un préfet ou un sous-préfet, il est impossible d'affecter votre épouse hors du cadre dans lequel vous travaillez.
Il en est de même pour certains très hauts fonctionnaires de l'État. L'impossible, peut-être même pour certains enseignants. Mais là, il y a une filiation. Qu'est-ce qui conditionne, qu'est-ce qui exclut cette affectation hors du cadre de service d'épouse? C'est la filiation. Aussi simple, on ne peut pas séparer deux personnes aussi comme ça. Alors, si on voudrait transposer ça sur le cas de l'ECAM, c'est valable. Il est possible que celle qui est nommée aujourd'hui à la tête de l'antenne, voire la troisième, soit en collision, parce que la filiation est là, c'est l'épouse. Il ne s'agit pas d'une amie, il ne s'agit pas d'une concubine, non, c'est l'épouse. Et lorsqu'on parle d'épouse, la filiation est directe. Donc, ceux qui défendent cette thèse-là, vraiment, c'est peine perdue pour vous. Hein. C'est peine perdue. Parce que nous avons vu en 2011, il faut qu'ils le sachent, c'est peine perdue. Nous avons vu en 2011 des personnes aussi courageuses qui se sont levées et ont dit non. Cette dame qui est nommée dans la commission, son époux est député du parti au pouvoir. Alors, la filiation directe disqualifie la personne prétendue à ce poste. Donc, c'est très facile à comprendre ce genre de choses. Sauf que ils enverront toujours des personnes pour venir nous démontrer par A plus B que c'est possible. Mais c'est vraiment impossible. Alors, et ça pose une fois de plus la problématique c'est-à-dire de la crédibilité de l'ECAM. Est-ce que vous savez qu'en 2013, lors de la toute première élection locale, le MRC aurait pu avoir 2 députés? Je dis bien 2 députés. Hormis le feu honorable Lazare Sobisi Avouré, est-ce le MRC aurait pu avoir un député dans le Fundi? Mais justement, nous n'avions pas pu avoir... Exact. Il était candidat. Et nous n'avions pas pu avoir un député dans le Fundi. Pourquoi? Parce que justement, le PV de l'ECAM nous avait été opposé à la commission. Or, si vous avez déjà ces éléments, et le lendemain, vous osez encore nommer l'épouse d'un cadre, mais qui a une accointance, alors c'est difficile pour vous d'expliquer ce genre de choses. Les exemples sont légion. À la Cour constitutionnelle, tout le monde a vu un membre de la Cour constitutionnelle sortir un PV où la partie littéraire est signée, mais malheureusement pour lui, la partie mathématique n'était pas signée. Et c'est la partie mathématique qui fait l'élection. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez écrire, ça sous-entend que, justement avec ce que Ndamafouda venait tantôt de dire, que vous pouvez faire tout ce que vous allez faire au bureau, dans les bureaux de vote, mais arrivé au niveau de l'ECAM, s'il y a une personne tenue par un candidat qui est au pouvoir, alors il est possible que les données mathématiques soient changées là et vous n'allez pas faire quelque chose si auparavant vous n'avez pas surveillé l'élection. Parce que ce que l'honorable Jean-Michel Dijon a fait, il surveille déjà l'élection qui doit arriver. Parce que comme je l'ai dit tantôt, l'élection se travaille d'abord avant, pendant l'élection et bien après. Et c'est l'occasion pour les Camerounais de veiller à plusieurs pans de l'organisation de l'élection, qui n'attendent pas seulement le jour J pour dire allons surveiller le vote, allons à la commission communale de supervision des élections pour surveiller les suffrages. Non, ils doivent veiller à ce que les chefs d'antenne de l'ECAM, qui sont nommés par le directeur, soient des personnes impartiales, soit des personnes qui ne souffrent d'aucune crédibilité, soit des personnes valables et des personnes capables de tenir l'élection dans la transparence. Ce qui n'est pas le cas actuellement sur cette nomination que nous observons aujourd'hui. Donc si à jamais nous attendons à ce que l'élection arrive avant que nous fassions le travail, non, nous allons fausser les données. Et une fois de plus, le RDPC va mettre sa machine à frauder en place. Et puis l'opposition n'aura que les yeux pour pleurer. Donc je félicite l'honorable Jean-Michel Nietzsche et j'appelle une fois de plus la population à se mettre en activité pour surveiller les antennes de l'ECAM, pour également surveiller certains pans qui entrent dans l'organisation des élections avant et le jour J, que chacun soit prêt à suivre les élections. Docteur Rifoué, l'honorable Jean-Michel Nietzsche regarde l'expérience. Il pense que ce genre de situation engendre des mécontents. Et vous voyez, déjà sur ce plateau, ça a commencé là. Non, mais Serge Alain, je vous ai indiqué que je comprends parfaitement les réserves qui sont émises. Oui. Je les comprends. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à cette emprise du soupçon dans notre société. Parce que si on Est-ce qu'on ne pouvait pas éviter ça, docteur Rifoué? Non, mais... Vous n'étiez peut-être pas là lorsque Abdoundam parlait de... On peut nommer, mais est-ce que des ressources... Mais... Écoutez, il en manquait dans la troisième pour ce poste. Pour éviter ce débat-là. De ce point de vue, il faudrait que ceux qui nomment, c'est-à-dire soit le directeur général, soit le conseil électoral,
répondre à cette question. Moi, je n'ai pas participé au collège qui a proposé sa nomination. Je ne suis pas celui qui a validé cette nomination, donc je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais en tout état de cause, il faut préciser, premièrement, que déjà, cette dame, son époux est maire de Douala 5e, donc elle ne peut pas influencer à partir de Douala 3. Vous restez, c'est quoi? Non, il faut faire attention. Il y a une liste de députés. Lionel permet. Le mari est maire de Douala 5e. Président de section RDPC Douala 5e. Elle est le chef d'antenne et les CAM. Il y a Douala 3e. Effectivement, pour la circonscription législative, c'est une circonscription unique. Mais pour les municipales, ce sont deux circonscriptions différentes. Donc, même si on peut la soupçonner, éventuellement, c'est-à-dire je retiens l'hypothèse qui est émise ici, même si on peut la soupçonner d'interférer pour les législatives, elle ne peut pas interférer pour les municipales parce qu'elle n'a pas de prise sur ce qui va se passer à Douala 5e. Et là, vous parlez sur le compte de son époux. Oui, maintenant vous parlez du parti, comme vous dites son époux. J'ai commencé par là parce que vous avez rappelé tout à l'heure. Et l'homologue et le président de section de Douala 3e, qui est l'homologue du président de section de Douala 5e. Parce que c'est les deux présidents de section. Parce que le RDP s'est arrangé à ce que ce soit le maire qui soit le président de section pour qu'il puisse mieux tenir. Est-ce que je peux évoluer? Premièrement, déjà, par exemple, Valentin Poupa, qui est le maire de Douala 3e, au moment où il est élu, mais il n'est pas président de section. Il est devenu président de section. Lors des renouvellements. Dans plusieurs cas, ça a été ceci. J'ai émis cet élément pour une seule chose. Ils ont tous souligné ici que le fait qu'il y ait une filiation matrimoniale pouvait avoir une incidence. Oui. Mais si la filiation matrimoniale a une incidence, ça devrait être au profit de son époux. Je ne vois pas pourquoi cette dame travaillerait pour M. Epoupa, par exemple. Elle est mariée à Epoupa? Non, elle n'est pas mariée à Epoupa. Elle ne le connaît même pas. C'est leur soupçon. Je reparle du soupçon qu'ils ont émis ici. Il y a un soupçon du fait de la filiation matrimoniale. Mais son époux est à Douala 5e, elle est à Douala 3e. Maintenant, en tout état de cause, moi, je comprends leurs arguments. Docteur, vous voulez nous dire que, bon, tel qu'on suit votre raisonnement, on n'a peut-être pas voulu placer Mme Fengouan chef d'antenne, elle est comme Douala 5e. On a préféré la mettre à Douala 3e. Non, mais pour appuyer, pour être... Écoutez, elle aurait... vous dit. Mais écoutez, même si elle se retrouve... Qu'on ne voit pas le lien. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, supposons même qu'elle se retrouve à Douala 1er, mais il y aura les mêmes soupçons. Oui. En fait, on est en train de nous dire qu'elle ne peut pas être nommée quelque part. Si elle est même nommée à Yaoundé, pourquoi est-ce que les gars du MRC de Yaoundé n'émettraient pas des objections? On va nous dire que non. En tout cas, elle est l'épouse d'un membre du RDPC. Donc, en vertu de ce lien matrimonial, de toutes les façons, elle serait tentée d'aider le RDPC. Moi, je dis, ce type de soupçon-là, ce n'est pas sérieux. Je comprends qu'il y ait des réserves sur le fait qu'elle soit l'épouse de Richard Fengouan. Ça, je comprends. Mais on ne peut pas généraliser en prétendant qu'elle serait susceptible d'aider le RDPC. Mais Laurent Fabius, c'est quand même un ancien membre du PS. Il est président de la Cour constitutionnelle en France. Mais personne ne lui fait le soupçon. Et je n'ai pas le sentiment que sa sympathie socialiste ait disparu dans l'intervalle, je le précise. Docteur Rifoué, vous savez que Audrey Pulvar a été sortie de l'antenne à CNews parce que son époux, Arnaud de Montebourg, était candidat à la présidentielle. Bien sûr. Et pourquoi? Bien sûr que je le sais. Et pourquoi donc? Mais ce n'est pas encore le cas chez nous. Ah, c'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas chez nous. Sinon, c'est-à-dire, beaucoup de journalistes ont des sympathies. Mais si c'était le cas, ils devraient également se déporter à partir du moment où les élections approchent, parce qu'on considérerait qu'ils peuvent aider davantage des formations pour lesquelles ils ont des sympathies. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas encore le cas chez nous. Mais effectivement, là-bas, à cause du fait qu'on surveille le temps d'antenne qui est accordé aux médias, on se dit non, si elle reste là, elle peut accorder un temps d'antenne disproportionné à son mari. Donc on se dit non, le temps que l'élection passe, on va la déporter. Okay. Moi, je souhaite que, honnêtement, c'est une polémique qui n'est pas
qui ne nous avance pas dans le fond. Je dis... Vous refusez à l'honorable Nietzsche de... Je dis c'est important. Je dis dans le fond... Dans le fond... Non, on va revenir. C'est là plus le temps. Madame, monsieur, dans un instant, le 20h. Et après, on se retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.